Merci à tous d'être présents pour cette conférence, d'avoir bravé le climat. Vous nous entendez bien? Merci. Donc le titre de cette conférence, en fait, c'est une promesse de révéler, activer vos leviers supply chain en 8 semaines. Donc les 20 prochaines minutes vont être consacrées à expliciter cette promesse et également à l'illustrer à l'aide d'un use case qu'on a chez un client du secteur aéronautique. Voilà, donc moi je m'appelle Patrick Decoussy, je suis directeur général en charge des ventes chez NoteChain Technologies. Et pour cette conférence, je suis accompagné de Fabrice Bonneau, qui est fondateur du cabinet Bonjour. Argon & Co et président de NoteChain Technologies. Fabrice va nous expliciter un peu les enjeux et les questions clés auxquelles on répond pour les directions supply chain. Et François Durieux, qui est partenaire Argon & Co, expert supply chain et expert également du domaine aérodéfense, et qui va nous illustrer très concrètement les concepts et la promesse donc, qu'on va vous expliciter. Bonjour à toutes et à tous. Pardon, moi je te laisse. Donc en introduction, très rapidement, Argon & Co, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'excellence des opérations. C'est 1000 personnes dans le monde entier, 18 bureaux, avec un ADN très expert et très terrain en même temps. Et NoteChain Technologies, on est une filiale d'Argon & Co, éditeur d'un logiciel de planification industrielle qui a deux caractéristiques. Tu peux passer. La première, c'est qu'on couvre, notre philosophie, c'est de couvrir très largement les process de planification industrielle, comme vous le voyez ici, l'ensemble des process, et également d'y associer toutes les fonctions connexes, type qualité, engineering, qui aussi contribuent quelque part à une bonne planification. Et l'élément majeur également de NoteChain Technologies, c'est que nous intégrons de manière native des concepts qui sont extrêmement innovants, qui s'appellent NoteChain Planning, et on nous intègre de manière native dans notre solution. Fabrice vous explicitera ça de manière un peu plus détaillée. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le module, la partie tour de contrôle, qui nous permet d'accélérer la performance supply chain, et qui s'appelle NoteChain Ops Navigator. Je pense qu'on peut commencer par poser quelques questions sur lesquelles Fabrice va pouvoir nous répondre. C'est quand on interroge souvent les directions supply chain, on s'aperçoit qu'il y a 3 angles morts, 3 questions auxquelles il n'est pas facile de répondre. La première étant quelle est la part des impacts sur le service qui proviennent des livraisons tardives des fournisseurs. Et En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, alors surtout dans le secteur où on fabrique des produits un peu complexes, avec des nomenclatures un peu compliquées, beaucoup de fournisseurs, etc., cette part de non-service, enfin, c'est 65%, elle est liée à l'amont de l'amont d'une certaine manière, c'est-à-dire à la performance des fournisseurs. Et c'est pas très simple, parce que quand vous avez des équipements qui sont extrêmement complexes, avec des nomenclatures, on verra tout à l'heure, hein, les nomenclatures dont on parle, c'est 14 niveaux de nomenclature. Avoir une pièce manquante au 10e niveau qui va générer du retard dans 3 mois, c'est pas du tout évident à identifier. Et c'est vraiment un angle mort de beaucoup de process et de beaucoup de systèmes d'information aujourd'hui. La deuxième question, c'est la part des stocks matières premières et composants qui est directement générée par les problématiques de dernier manquant et de désynchronisation des flux. Alors ça, c'est encore plus surprenant et c'est surtout moins connu. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le dernier manquant ? Ça veut dire on est en train de fabriquer un équipement complexe et puis on attend une pièce qui d'ailleurs n'est pas forcément très chère, mais sans elle, on est incapable d'assembler le moteur. Et donc c'est un peu la double peine. La première peine, elle est connue. C'est que comme cette pièce, elle n'est pas là, de fait, on ne va pas fabriquer et on attend pour fabriquer la pièce principale. Mais il y a une deuxième peine qui est beaucoup moins connue, c'est que cette pièce-là, elle est là, mais elle n'est pas là, mais les autres pièces, elles, sont là. Ils ont approvisionné en temps et en heure. Donc qu'est-ce qui se passe globalement ? C'est qu'on a un stock de matières premières et de composants qui attendent le dernier manquant. Et ça, c'est une part considérable, alors pas partout et dans tous les secteurs, mais dans les secteurs, par exemple, aéronautique et défense ou équipements un peu complexes comme le train, par exemple, ce dernier manquant, il peut générer 40% du stock, c'est ce qu'on a constaté.
Et alors lui, il est vraiment extrêmement difficile à identifier. Il y a des arbitrages à faire, François en parlera. Voilà, c'est un point qui est particulièrement délicat. Et la troisième question, c'est quels sont les enjeux clés sur la planification des capacités internes? Alors, on parle beaucoup des capacités internes, on dit les capacités internes, vous savez ce que c'est qu'une capacité interne? On a une machine qui a une capacité qu'on ne peut pas dépasser, etc. etc. Et on dit, oh là là, il y a cette capacité, alors on va faire tourner des algorithmes pour faire un programme qui respecte toutes ces contraintes parce qu'on les a. Le problème, c'est qu'on oublie un peu qu'avant de faire ces optimisations, qui d'ailleurs sont un peu boîte noire et auxquelles on ne comprend pas souvent grand-chose, il y a un vrai enjeu à essayer de lever ces contraintes. Et à se dire, mais attendez, là, cette machine qui pendant 15 jours est en train de nous réserver, nous générer de la surcharge, est-ce qu'on a quelque chose à faire, passer en 3.8? Est-ce qu'à un moment, cette maintenance qu'on a programmée à ce moment-là, est-ce qu'elle est bien intelligente? Et ça, c'est pas si simple que ça. Si on a une machine dans l'atelier, ça va. Mais quand on parle de systèmes qui sont extrêmement complexes et que vous avez une quantité incroyable de postes de travail, se dire qu'à un moment, ce poste de travail-là, il faut l'ouvrir un peu plus longtemps, c'est très difficile à détecter et ce point, il est majeur. La deuxième chose, évidemment, c'est que quand vous gérez de la capacité de machine, il faut être sûr, et on verra une illustration tout à l'heure, que les composants sont là. Ça ne sert à rien de mettre de la capacité si les composants sont là. Et évidemment, et si les composants sont là, par contre, il faut se poser les bonnes questions, est-ce qu'on anticipe, etc., etc. Donc vous verrez ces points-là. Et ça, c'est des sujets qui peuvent vous paraître évidents, mais qui ne le sont pas du tout, en effet. Alors, et ça, pourquoi on a ces angles morts? C'est parce que les outils de planification et les méthodes de planification actuelles que vous connaissez, le MRP, ça a 60 ans, ça a 70 ans, DDMRP qui s'applique assez peu dans cet environnement, ça a 15 ans ou 20 ans. Voilà, et donc ça c'est assez ancien et ils ne sont plus du tout adaptés à ces enjeux. Pourquoi ils ne sont plus adaptés? Il y a plein de raisons pour lesquelles ils ne sont pas adaptés, mais on en a relevé quelques-unes. Vous savez comment marche le MRP, si vous connaissez un peu, c'est des planifications séquentielles. Donc il y a une demande, après l'assemblage fait sa planif, derrière on fait sa planif, les approvisionnements fait sa planif, etc. Et dans l'aéronautique où les cycles sont très longs, le temps qu'une demande bouge, au bout de la chaîne, il va se passer des semaines ou des mois avant qu'on réagisse. C'est un vrai problème. Le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité très bonne, surtout plus on remonte dans les niveaux de nomenclature. C'est-à-dire, dit autrement, quand un approvisionneur il arrive le matin et qu'il a plein de messages pour lui dire que ça ne va pas, il ne sait pas bien ce qui va vraiment pas ou ce qui va finalement pas si mal, et il n'a pas cette visibilité claire des priorités. La conséquence d'ailleurs, c'est que ce qui va pas si mal, il va peut-être y toucher, ça va créer de l'instabilité inutile, et ce qui va très bien, il ne va pas suffisamment y toucher, il va faire perdre du chiffre d'affaires à l'entreprise. On reviendra là-dessus. Alors le troisième point, il est beaucoup plus délicat, il est un peu plus technique. J'y reviendrai tout à l'heure, mais dans la planification aujourd'hui, on n'a qu'un seul signal. Ça veut dire quoi piloter avec un seul signal? Ça veut dire que dans les systèmes, on va mettre un signal qui va être peut-être, la demande non contrainte, mais à ce moment-là, on ne sait pas trop ce qu'on va être capable de faire, ou alors on va mettre les contraintes qu'on a aujourd'hui et on va dire, tiens, j'aurai ça maintenant, etc. Mais on a perdu le vrai signal de la demande client et on ne sait pas comparer les deux. Et ça, c'est un vrai sujet. Pour ceux qui connaissent bien les ERP, quels qu'ils soient, vous êtes dans cette situation, mais je reviendrai sur ce point-là parce qu'il est très important. Et le dernier point, j'en ai déjà parlé, on a tendance aujourd'hui à beaucoup plus s'intéresser à être traité de l'optimisation sous contrainte avec des effets boîte noire qu'essayer de lever ces contraintes. Nous, c'est pour toutes ces raisons-là, pour tous ces angles morts, pour tous ces lacunes des outils de planif et des process de planif qu'on a depuis plusieurs années maintenant et qu'on a mis en œuvre plus récemment dans une solution dont je vais parler juste après, qu'on a inventé les concepts Node Chain Planning. Alors, c'est quoi les concepts Node Chain Planning? Alors, je vais l'expliquer simplement. Évidemment, le diable se cache dans le détail. Les moteurs de doit faire, c'est faire, c'est des choses extrêmement complexes, mais je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Ce que ça dit, Node Chain Planning, ça dit qu'on va piloter avec deux signaux complémentaires. Et ces deux signaux-là, c'est en les comparant qu'on va régler une grande partie des problèmes, parce que c'est bien en comparant le doit faire et le sait faire qu'on a le nœud de tous les problèmes dont je viens de parler. Alors, c'est quoi le doit faire? Le doit faire, c'est quelque part assez simple. Il y a une demande client, on va la propager et on va dire pour satisfaire cette demande client, l'assemblage doit faire ça.
celui qui fabrique les composants, il doit faire ça pour telle date, et le fournisseur, il doit approvisionner, enfin l'approvisionneur, il doit approvisionner à tel fournisseur à telle date. Et ça, de toute façon, si chacun des maillons ne le fait pas, on sait qu'on va d'une manière ou d'une autre planter la demande client. Donc le principe est simple. Alors dans la réalité, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs signaux doit faire. Il y a évidemment le doit faire idéal, où on dit, ben, il faut que je sois capable de faire ça, et en plus, je vais reconstituer mes stocks, c'est parfait. Et puis évidemment, à l'autre extrême, il y a le doit faire rupture. C'est-à-dire si j'y arrive pas, là, si je suis dans le rouge, attention, je fais faire du chiffre d'affaires à mon entreprise, et je vais perdre des livraisons, et évidemment, je suis capable de, on va le voir tout à l'heure, je suis capable de dire précisément, même à un niveau très amont de la chaîne, que si jamais je ne fais pas ça, ben, je vais faire perdre du chiffre d'affaires à mon client, à mon entreprise. Et évidemment, c'est complété par le signal « sait faire », c'est-à-dire qu'à tout moment, qu'est-ce que je sais faire compte tenu de mes contraintes? Et qui est différent, c'est deux choses différentes. Il y a ce qu'on doit faire et ce qu'on sait faire, évidemment, et le sait faire, lui aussi, il est un peu plus compliqué que ça. Il y a le sait faire externe, c'est-à-dire tous les composants que je vais avoir, à quel moment, voilà, qu'est-ce que je sais faire avec mes composants. Évidemment, il y a le sait faire total une fois que j'ai rajouté mes contraintes internes. Voilà ce que c'est Node Chain Planning, et on va avoir une illustration tout à l'heure sur un exemple aéronautique. Alors, Node Chain Technology, comme l'a dit Patrick, ça embarque tous les concepts Node Chain Planning dans tous les process de la planification industrielle. Donc, on parle évidemment de SNOP, de PDP, d'ordo, surtout d'approvisionnement, qui sont souvent un parent pauvre de la planif industrielle, alors que, je vous rappelle, c'est 65% de nos problèmes. Et aussi la supply chain étendue, parce qu'on peut avoir aussi des problèmes de qualité, des problèmes d'industrialisation, etc., etc. Aujourd'hui, on va vous parler de Node Chain Ops Navigator, qui est la dimension tour de contrôle. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est évidemment pas tous les modules, mais c'est comment, en mettant Node Chain Planning et Node Chain Technology, et le doit faire et le sait faire, on règle une partie et une grande partie des problèmes qu'on vous a fait voir tout à l'heure. Alors, on est à Tech for Industry quand même, donc quelle est la technologie là-dedans? La technologie, c'est d'absorber massivement, quand on dit massivement, on va dire la totalité, des données de l'ERP. En l'occurrence, on fonctionne avec SAP, donc on absorbe massivement les données de l'ERP. On s'appuie d'ailleurs sur tout le data model d'SAP, on ne le réinvente pas. On s'appuie en grande partie sur la logique ERP, même si on fait des calculs complémentaires qui sont extrêmement complexes. Et les interfaces d'ailleurs sont aussi dans la technologie SAP. Donc on est dans l'environnement SAP, même si on n'est pas SAP, et on absorbe toutes leurs données. Voilà, au passage, c'est une solution européenne. Dans le secteur aéronautique et défense, la solution européenne, c'est un point important qu'on nous a mis en avant. Voilà, je passe la parole à François qui va illustrer tout ça sur une expérience vécue. Exactement, donc rebonjour à toutes et à tous. Ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, c'est un exemple de mise en œuvre de cette partie Node Chain Ops Navigator dans le cadre d'un diagnostic pour accompagner un client. En l'occurrence, donc je ne vais pas donner le nom du client parce qu'il faut qu'on attende avec eux pour faire une communication, mais ça, vous l'aurez peut-être dans quelques semaines. C'est un client qui, dans l'aéronautique, qui fait face à un ramp-up extrêmement fort. Il faut imaginer qu'ils sont en ramp-up depuis 15%, de 15% depuis 4 ans, et ils ont encore 6 à 7 ans avec 15% de ramp-up devant eux par an. Et donc, ils nous ont appelés en nous disant, bah voilà, on a des grands problèmes classiques, à savoir, on a de problèmes d'OTD, on n'arrive pas à servir nos clients, et en même temps, on a des énormes surstocks. Donc, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair? Pardon, c'est moi qui ai la télécommande. Donc, du coup, ils nous ont appelés et ils nous ont posé un certain nombre de questions. Je vais essayer de vous montrer des illustrations qu'on a anonymisées, mais qui donnent des chiffres tout à fait représentatifs de leurs difficultés. La première question qu'ils nous ont posée, parce qu'ils étaient, sur la première partie de l'année, et ils se disaient, bah voilà, on a fait des promesses à notre actionnaire d'un certain nombre de livraisons d'équipements à la fin de l'année. Est-ce que vous pouvez nous aider à voir qu'est-ce qu'on va livrer en fin d'année? Et puis surtout, si on ne va pas réussir à livrer ces équipements, quelles en sont les causes racines et pourquoi? Alors, du coup, on a, pour donner quelques exemples, quelques chiffres autour de la durée du projet. Donc pour donner ce type de réponse, on a fait ça en 7 semaines.
Donc on a demandé les 80 plus tables de SAP tels que décrits précédemment, qu'on a ingéré. On a mis 3 semaines à plugger Notion Ops Navigator pour que ça reflète exactement la modélisation de notre client, pour être capable de leur donner un premier niveau de vision. Donc là, le premier niveau de vision que je vous montre, c'est le suivant. Donc on projette le doit faire idéal en cumulé, donc c'est une vision cumulée sur l'année. Donc là, en l'occurrence, ce client avait décidé de faire 268 équipements. Donc je vous le montre mal, mais c'est par là. Et c'était l'engagement qu'ils avaient pris auprès de leurs actionnaires. Donc ils ont dit, voilà, c'est ce qu'on doit faire, 268 équipements. Donc grâce à ce qu'a expliqué Fabrice juste avant, nous, on a été capable de leur faire, d'abord, de leur dire, sur ces 268 équipements, qu'est-ce que vous allez être capable de faire? Et qu'est-ce qu'on va être capable de faire? C'est les deux notions de CFR qu'expliquait Fabrice. Donc le CFR, qu'est-ce qui est lié, à mes contraintes de la supply chain externe? Donc c'est ce qu'on appelle le CFR externe. Donc là, en l'occurrence, en leur disant, à un niveau de nomenclature, quelque part, il y a une pièce qui va vous empêcher de livrer et d'atteindre les 268 moteurs. Donc on a fait tout un calcul, enfin le module fait tout un calcul en multiniveau, et il vous dit, en fait, vous n'allez pas être capable de faire 268 moteurs, ou 268 équipements, ou 268 calculateurs, enfin qu'importe ce que vous fabriquez. Et là, vous êtes capable d'en faire 203, parce que vous avez des contraintes externes. Et donc il faut imaginer que dans l'aéronautique, ce n'est pas 14 niveaux de nomenclature, mais on va bien jusqu'à 19 niveaux de nomenclature, donc ça peut être assez fastidieux à calculer et à comprendre les impacts. Donc ça, c'est la première analyse qu'on leur a donnée. Et la deuxième analyse qu'on leur a donnée, on dit c'est très bien, ok, vous êtes bloqué par des choses externes, parce que vous faites de l'assemblage, mais accessoirement, vous avez vous-même des contraintes en interne, et comment elles influent sur votre niveau de livraison des moteurs, ou des équipements, ou des calculateurs, etc. Et donc, quand on leur dit ça, en fait, on a pareil un deuxième niveau de calcul qui prend en compte la disponibilité prévisionnelle des composants et en plus de tout ça, bien sûr, toutes les notions de charge-capacité sur l'intégralité de vos ressources, donc de vos machines, qu'elles soient des machines, enfin des ressources hommes ou des ressources machines. Et donc là, quand on fait cet exemple-là, on passe de 260, on n'a plus 203 équipements qu'on va livrer, mais on descend à 155. Donc ça, il faut... J'accélère un peu, désolé. Du coup, ça, c'était la première question on a dû répondre. Donc, il faut imaginer que ça, on l'a fait sur une famille d'équipements. Ils ont une centaine de familles d'équipements et c'est sorti au bout de quelques semaines. Donc, une fois que ça, c'est bien, on va voir la direction générale. On dit, là, vous n'êtes pas capable de faire ce que vous avez promis à votre actionnaire. La question d'après qui nous pose directement, c'est super, mais bon, qu'est-ce que je dois faire? Donc, comme l'a expliqué Fabrice, il y a deux grandes familles, il y a deux natures de choses qui vous bloquent. La première, c'est j'ai des derniers manquants, donc j'ai des choses qui me bloquent. Donc, on est capable, pour l'intégralité des familles produits qui livrent, de leur dire, voilà, qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est tel fournisseur? Donc là, si j'explique en 2 secondes l'illustration que vous voyez, là vous avez projeté sur l'année l'écart par rapport le CFR, l'écart entre le doit faire et le CFR que vous avez. Donc là, en l'occurrence, en fin d'année, vous allez livrer 65 équipements en retard, et au mois de juillet, il y en aura 58 en retard. Et on est capable de dire, en fait, c'est quel fournisseur qui fait ça? Donc là, le fournisseur A, il vous bloque sur une cinquantaine d'équipements. Ça, c'est intéressant, mais enfin bon, après, savoir que c'est le fournisseur A qui nous bloque, ça nous fait une belle jambe. Parce que ce qu'on veut, c'est que les opérationnels ils puissent agir. Donc en fait, cette vision que là, vous avez par fournisseur, c'est plutôt une vision de direction générale. On a la même chose déclinée à l'article. En fait, chez ce fournisseur A, c'est l'article 2 qui fait ça. Et au fait, c'est même pas l'article 2, c'est le poste numéro 4 de la commande 148 qui vous bloque et qui va vous bloquer pendant ces 58 équipements, etc. Donc on a cette capacité vraiment en quelques semaines, de dire voilà quels sont concrètement les postes de commande qui vous bloquent et sur quoi vous devez agir pour libérer votre chiffre d'affaires et pour y arriver. Donc ça, c'est la première manière de répondre à la question. La deuxième manière de répondre à la question, donc ça, si on fait plutôt sur c'est quoi nos contraintes internes, on est aussi capable de dire qu'est-ce qu'il faut que j'installe comme capacité pour pouvoir répondre à mes besoins clients. Alors, c'est pareil, donc
la question qu'on cherche à répondre, j'explique en 2 secondes l'illustration, c'est la ligne en pointillé. La ligne en pointillé, vous voyez, c'est la capacité cumulée qu'il faut installer pour y répondre. Et après, du coup, on est capable de leur dire assez facilement, mettez pas cette ligne en pointillé dans la zone assurée. Dans la zone assurée, ça ne sert à rien de la mettre là, n'installez pas une capacité trop haute, vous n'aurez pas de pièces pour alimenter les machines ou pour alimenter les hommes qui doivent faire les assemblages. Donc n'installez pas cette capacité-là. A l'inverse, si vous installez une capacité dans la zone rouge, quelque part, ça veut dire que vous, en tant que personne qui opérez cette machine, vous créez du retard pour les suivants. C'est-à-dire que la capacité que vous installez, elle est insuffisante et vous allez vous-même, à un moment, générer du retard en aval de vous et dégrader le CFR. Idéalement, bien sûr, on doit se mettre dans la zone jaune ou verte, ça veut dire qu'on est dans la partie soit j'atteins l'idéal ou alors je consomme des sécurités. Et enfin, une question que beaucoup de nos clients se posent et que ce client se posait aussi, c'est dit, voilà, moi parfois je suis un peu contraint. Il y a des équipements, je dois les maintenir pendant des longues périodes de temps, parce que c'est des équipements complexes, je dois pendant quelques mois les arrêter. Donc est-ce qu'il ne faut pas que j'installe une capacité, certes plus haut que ce que j'ai vraiment besoin de faire pour répondre aux besoins clients, mais pour prendre de l'avance, parce que ça m'arrange pour des raisons, par exemple, de maintenance. Donc c'est pareil, on était capable de leur, tout de suite, en quelques semaines, de leur dire, installez vos capacités, voilà où est-ce qu'elles sont installées. Là, vous êtes dans une zone, la zone grise. OK, votre machine va être alimentée, donc vous êtes capable de faire des choses. Vous allez certes faire des surstocks, mais en tout cas, vous aurez bien des gens qui seront occupés en face de ces machines. Donc ce que je disais, c'est quoi ce que je projette en termes de livraison, c'est quoi mes contraintes à pro, quelles sont mes contraintes, on va dire, capacité interne. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est super intéressant, mais ce que je trouve moi le plus intéressant dans cette vision No-Chain Ops Navigator, c'est qu'on est capable de faire la quadrature du cercle. C'est en train de se dire, OK, mais quelle est la performance stock, VEX, en cours, etc., que ça génère. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable, tout de suite, quand on est au bout de nos actions, je dois résoudre je dois lever des contraintes composants ou matériels, ou je lève des contraintes capacitaires. À la fin, vous êtes un peu votre dernier mot, Jean-Pierre, à savoir, vous êtes au bout de ce que vous êtes capable de faire, et donc votre CFR total, vous n'êtes pas capable de faire mieux. Et donc, ce qu'on est capable de faire directement, c'est que l'écart entre ce que vous êtes capable ce qu'on vous demande de faire pour répondre aux besoins clients et ce que vous savez faire, ça génère des surstocks. Et les fameux 40% qu'expliquait Fabrice en démarrage de la présentation, c'est vraiment quelque chose que nous, on a vu en déployant ça chez plusieurs clients, à savoir, en moyenne, dans les stocks que les gens, quand on les projette, il y a bien effectivement autour de 40% des stocks qui sont générés par le fait qu'il y a un manquant quelque part. Et donc ça veut dire et puis là, quand on est au bout de ces actions, la seule solution, si on veut par exemple ne pas avoir trop de stock, c'est d'agir sur la demande. Donc on est capable, grâce à l'approche qu'on a, en même temps de voir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on sait faire, contraintes internes, contraintes externes, et puis se dire si on n'arrive pas à lever les contraintes, sur quel produit, quelque part, il faut dégrader la demande, donc quelque part dire je ne vais pas faire le service. Et ça, c'est un outil incroyable pour éclairer les directions générales sur où est-ce qu'on va prendre des risques. Alors, il faut imaginer que moi, l'exemple que je prends, c'est une industrie où il y a beaucoup de ramp-up. Donc, ils savent très bien qu'ils ne vont pas réussir à tout faire. Mais en leur donnant cette vision-là, ça leur donne directement une vision de où est-ce que je dois prendre des risques, où est-ce que je dois éventuellement me faire peur, et pour maîtriser en même temps mon service et mes stocks. Et pour... Je rallume mon micro, il marche. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on est capable de faire rapidement pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, on est vraiment plugué à l'ERP SAP et on a son modèle. Ça veut dire qu'on n'a pas d'intégration complexe à faire. On absorbe les tables de SAP et immédiatement on a les données dans le système avec les bons modèles. On a très peu de configuration et de paramétrage à faire. Donc, alors, il ne faut pas exagérer non plus quand François parlait de 19 niveaux de nomenclature et pas 14. Forcément, quand vous récupérez ces données, il y a des ajustements à faire, il y a des choses qui ne sont pas très justes, etc., etc. Donc, on met à peu près 3 à 4 semaines pour rendre le système cohérent
par rapport aux données et par rapport à tous vos paramètres. Et là, quelque part, tout s'éclaire assez vite. C'est-à-dire que tous les écrans que vous avez vus, et il y en a plein d'autres, hein, il y en a une centaine, il y a une centaine d'écrans qui sont opérables tout de suite et où vous allez voir tout ça instantanément. Alors évidemment, ça peut faire un choc d'ailleurs, parce que ça fait un choc, parce qu'il y a des gens qui disent « mais non, c'est pas possible, ce truc-là, moi j'avais prévu, etc. etc. » Et dans la plupart des cas, quand même, il y a des choses qu'ils n'avaient pas vues. Il y a quelques cas où ils disent « ah non, mais le délai qui est là dans le système, il n'est pas bon, en fait, le délai fournisseur, il est plus tôt, donc là, vous êtes un peu pessimiste. » Bon, voilà, c'est toute la discussion. Mais effectivement, ce système, il donne des choses que les gens n'avaient pas en tête au départ. Et donc ça, on a 4 semaines pour boucler un peu tout ça et pour générer des premiers plans d'action. Donc c'est ça, ce diagnostic un peu avec des premiers plans d'action, il dure 8 semaines. Et après, ce qu'on est tout à fait capable de faire, c'est de mettre le système en main d'une équipe qui va, effectivement, ce système, il doit tourner, réabsorber les données, effectivement, et puis générer des plans d'action, etc. Donc, cette tour de contrôle qui fait partie de l'ensemble de notre chaîne technologie, elle peut être opérée en tant que telle, avant, évidemment, et on n'en a pas parlé aujourd'hui, avant de mettre en place le reste des modules qu'on est d'ailleurs en train de faire et qu'on a quasiment fini de déployer chez ce même client sur la planif, les appros, etc. Parce qu'après, évidemment, c'est aux approvisionneurs d'avoir eux-mêmes leurs priorités, etc. Mais ça, c'est les autres modules dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Je pense qu'on a fini. Oui, juste j'ajouterais que effectivement, ça permet au début d'identifier les actions critiques et très prioritaires qui sont souvent prises en main par des task force qui sont déjà sur ces sujets-là. Et juste une autre remarque, c'est là on a pris l'exemple de l'aéro-défense, mais évidemment ce module et la solution s'appliquent à bien d'autres secteurs industriels, la dermocosmétique, l'horlogerie, enfin oui, tout un tas d'autres. Pour peu, effectivement, qu'il y ait des enjeux un peu forts sur la planification industrielle. C'est-à-dire, si vous n'avez aucune contrainte en planification industrielle, des taux de service de vos fournisseurs à 100% et des capacités qui ne posent pas de problème, là, ça sera un peu riche comme solution. Je ne vous le cache pas. Mais dans tous les cas de figure, l'horlogerie est un excellent exemple d'ailleurs, puisque c'est de l'aéronautique en petit, avec des problématiques qui sont à peu près les mêmes. Mais effectivement, pharmacie, dermocosmétique, il y a aussi des problèmes de cette nature, donc la solution s'adapte à tous ces secteurs-là. Voilà, je pense qu'on a terminé. Pour les questions. Et donc, quelques questions, on peut prendre quelques questions, on a 5 à 10 minutes, je pense. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, très intéressant. Je voulais savoir, est-ce que vous avez mesuré des résultats chez des clients et combien de stocks vous avez pu économiser en mettant cette solution dans l'aéronautique, dans la cosmétique, etc. Alors, en l'occurrence, le client qu'on déploie en ce moment, qui a fait plus que la partie Node-Chain Ops Navigator, mais sur lequel on a déployé toute la solution. Donc, le Go Live, c'était il y a un mois maintenant. Donc, sur la première partie uniquement, donc c'est là où on a utilisé la partie tour de contrôle. Sur les gains de stock qu'on a gagnés, c'est plutôt, je crois que c'est 42 millions d'euros de stock. Alors après, ils partent de beaucoup, ils partent de 400 millions, donc ça fait 10% quand même. Et voilà, donc c'est quand même c'est conséquent. Et sur le taux de service, alors l'aéronautique, c'est un secteur, ils sont très riches, ils ont beaucoup de chance, c'est-à-dire que à ce qu'ils livrent vraiment à l'heure, le bon jour de la semaine, ils s'en fichent un peu. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient livré les quantités au mois. Donc voilà, donc ils ont un taux de service pas aussi dur que d'autres secteurs. Et là, en l'occurrence, sur l'intégralité des équipements qui devaient livrer, qui étaient autour de 800, qui était leur cible, on aura, je pense, grâce aux actions qu'on a trouvées, permis d'en libérer 47, 48 en plus. Voilà, et sur des clients sur lesquels on a un peu plus de recul, en particulier la dermocosmétique, où les enjeux de stock sont un peu plus faibles, les enjeux de service sont un peu plus élevés, on a gagné plusieurs points de service, et surtout dans des contextes de croissance très forts, alors qui ne sont plus tout à fait le cas, mais dans des contextes de croissance très forte, à ISO, équipe de planif, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais ça permet aussi d'être beaucoup plus efficace et d'être beaucoup plus productif. Bonjour, merci. Une fois que vous avez identifié le dernier manquant,
quels sont les leviers d'action que vous pouvez mettre en place pour... Alors, je ne sais pas si tu peux... Ça vaut peut-être le coup de montrer en arrière vite fait cet écran-là. Donc, il faut imaginer que là, on vous dit, vous avez une pièce qui va vous bloquer X manquant. Alors, moi, je vais parler du secteur aéronautique parce que c'est celui que je connais le mieux. Il faut imaginer que si vous allez chez un fournisseur de pièces mécaniques, il a en même temps le client avec qui je suis qui lui pose des questions pour lui dire file-moi les pièces plus vite, j'en ai vraiment besoin, tu me bloques mon client. Mais il a aussi tout le reste de l'industrie qui lui fait la même chose. Donc déjà, le fait que vous soyez capable de lui montrer, vous dites mais là, cette pièce-là, cette échéance de commande, tu vas me bloquer 500 000 € de livraison pendant 3 mois. Je vous assure que ça change énormément la relation fournisseur. Ça, c'est la première chose que ça fait. C'est-à-dire que vous avez déjà une puissance d'échange avec le fournisseur qui est quand même assez différente de je crie le plus fort et puis les gars, ils ne savent pas vraiment si c'est du lard ou du cochon. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, et je pense que ça tombe sous le sens, cet outil permet de voir, c'est-à-dire de voir et d'agir. On s'entend que si vous faites de la croissance, par exemple comme dans l'aéronautique, il faut bien sûr avoir des stratégies d'achat, de double sourcing, etc., qui sont un peu différentes de ce qu'on montre là aujourd'hui, mais qui sont des actions que, pour le coup, notre client mène en parallèle du projet qu'on fait là. Donc c'est bien la combinaison des deux qu'il faut faire ça. Une dernière question? Non? Oui. Comment vous intégrez vos recommandations de la Control Tower avec des outils APS pour des clients qui prendraient, par exemple, si c'est possible, que la Control Tower, pour justement enclencher des vraies actions implémentables par rapport à des constats, c'est-à-dire d'avoir des recommandations qui sont capables d'être appliquées dans des APS qui ne sont pas dans le même environnement que notre chaîne et que du coup on a besoin d'agir là-dedans pour débloquer tout ça derrière. Alors, il n'y a pas de réponse unique parce que tout dépend de la façon dont sont implémentés vos APS. Si l'APS il est plutôt sur l'aval, quand on est dans la grande série par exemple, que l'APS va faire les prêves, le DRP, etc., voire le SNOP, il n'y a pas de, c'est totalement complémentaire, je dirais. Donc là, il n'y a pas de point particulier. Après, si l'APS il est sur le MPS, que sur le MPS, le fait d'avoir une tour de contrôle qui dit c'est quoi les pièces prioritaires, etc., c'est assez complémentaire. Donc après, à un moment, il faut voir comment on articule. C'est plutôt, j'aurais tendance à dire, le tour de contrôle, elle n'est pas incompatible avec les APS. Après, si on commence à mettre les autres modules, ça veut dire qu'on est dans une philosophie complète notre chaîne planning qui commence peut-être à être contradictoire avec la philosophie de certains APS. Mais si on veut mettre la tour de contrôle et qu'on a la planif industrielle dans un APS, honnêtement, ça fonctionne. Bon, après, il faut voir au cas par cas, évidemment. Je pense que c'est l'heure. Merci. Merci.